Monsieur Ozon, osez. Parce que là, je suis à ça de me faire chier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant d'entrer dans le vlog, je voudrais revenir un petit peu sur un truc, il m'est arrivé des choses pendant cette projection qui me sont jamais arrivées en 10 ans. Première chose, pour la première fois, quelqu'un m'a remarqué en train de prendre mes notes au début du film. Il y avait un mec à côté de moi qui ne se tenait pas correctement, il n'était pas droit sur son fauteuil, il était complètement avachi. Et donc forcément, moi qui cache mon portable sous mon sac, sous ma sacoche, si t'as pas l'angle qui vient à 90 degrés au-dessus du truc, si tu commences à aller par en dessous, évidemment tu vois l'écran quoi. Le film avait commencé depuis 2 minutes, le mec s'est tourné vers moi, il a fait « Vous allez faire ça pendant toute la séance ?» J'ai regardé, j'ai fait « Oui ». Il m'a dit « Ah bon, vous venez au cinéma pour jouer sur votre iPhone, pas pour regarder le film ?» Je fais « Non, je suis critique et je dois prendre des notes. » Et là, il a pas su quoi dire pendant quelques secondes, il a fait « C'est pas nécessaire, hein ?» Je fais « Bah si, c'est nécessaire. » Et il est arrivé dans le rang d'en face. Et le mec m'a cassé les couilles pour se casser de la salle avant la fin du film parce qu'il se faisait chier. Donc j'ai vraiment envie de lui dire « Putain mec !» Et en plus, enfin... Effectivement, je peux peut-être laisser passer l'écran une ou deux fois pendant les 2 premières minutes du film, ça va, calme-toi mec, on est pas au piège, je peux le cacher ensuite, limite demande-moi juste cachez mieux votre écran ou un truc dans ce genre là. Je le comprends quelque part, ça m'arrive aussi d'avoir envie de faire chier des gens qui sortent leur portable au début, mais moi ça se voyait que j'étais en train d'essayer de cacher le truc, quoi, que j'étais pas en train d'essayer d'allumer de la lumière partout, donc le mec m'a cassé les couilles, et quand en plus il s'est cassé de la salle, j'ai envie de dire putain tu m'as fait chier pour ça. Et le deuxième truc qui m'est jamais arrivé jusque là, c'est que je me suis fait interroger, je crois par une radio ou un truc dans ce genre là, en sortant de la salle. Quelqu'un s'approchait de moi et a fait vous allez voir Peter Van Kant. Au début je crois que c'était le mec qui m'avait fait chier, donc je me suis dit qu'est-ce qu'il y a, il va me casser la gueule après la séance, un truc dans ce genre là. Et il vient, il fait vous en avez pensé quoi? Et je lui parle, et en fait quand je finis ma phrase seulement, je remarque qu'il a un enregistreur dans la main, qui est juste à côté, et je finis de parler, il me fait oui, merci, et il part à autre chose. Et je fais ah d'accord, c'était une interview, je pensais que c'était juste un mec qui me demandait mon avis, un truc dans ce genre là. Oui, je donne mon avis si on me le donne comme ça à la séance. Bon voilà, c'était juste mon petit truc personnel, parce que je vais pas avoir 36 000 trucs à dire sur ce film. Ce que j'ai dit au monsieur en sortant de la salle, c'est que j'ai trouvé ça plutôt ennuyeux, et très cliché dans le style romance, homosexuel ou non, entre des gens connus, et plus encore entre le jeune artiste et son Pygmalion. C'est l'éternel scénario, un petit peu à la Star is Born, du couple riche et possiblement célèbre qui est adultère, qui est dans tous les excès parce qu'ils se droguent, ils boivent, ils font tout ce qui s'ensuit, etc. Et qui sont constamment dans une crise affective, incapables de savoir si la personne est avec elle parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont talentueux, parce qu'ils les aiment, tout simplement. Avec un début en rencontre idyllique, où tout est absolument génial, et puis un milieu où bah, il commence à avoir l'eau dans le gaz, et un final où ça crie et ça casse des assiettes. Donc, j'étais quand même pas... j'étais pas très émerveillé et intéressé par le film, et j'ai trouvé aussi que ça faisait très théâtral, avec un jeu assez théâtral, y compris pour Denis Ménochet, un acteur que j'aime beaucoup, et là pour le coup c'est la première fois que je me suis dit il y a un truc qui me plaît pas, ah oui c'est théâtral, c'est pour ça. Je déteste le jeu théâtral, mais Ozon aime bien en remettre de temps en temps, il y a des fois où ça passe bien, quand il fait de la comédie par exemple, quand c'est un truc un peu humoristique, genre 8 femmes, le ton un peu théâtral passe parfaitement. Mais là, pour le coup, t'as l'impression qu'il y avait une recherche un petit peu de vérité quelque part, et finalement pas vraiment, à l'exception d'une scène où justement le personnage du film, donc Peter Van Kant, est réalisateur de film dans cette version de la pièce de Fassbinder, donc c'est ça où je veux en venir. Et pendant cette scène de cinéma, là pour le coup, d'un seul coup, le jeu devient très réaliste, et il se met même à avoir une caméra qui est plus granuleuse, qui va porter un moment, on voit le personnage porter la caméra, etc. Et donc tu sens qu'il y a peut-être un rapport comme ça, théâtre et cinéma. Mais donc ça faisait un petit peu vieillot et théâtral, et en fait bah c'est tout à fait logique, puisque c'est donc une adaptation d'une pièce de... alors c'est quoi son premier prénom? Je sais que c'est Werner Fassbinder, un truc dans ce genre-là. Rainer Werner Fassbinder. Pas compliqué du tout. Et donc c'est une pièce de Fassbinder qui a été écrite, je crois, au tout début des années 70, et qu'il a essayé plus ou moins d'adapter. Il a notamment adapté le fait qu'à la base ce sont des lesbiennes dans l'histoire, et il l'a aussi adapté au niveau du texte à quelque chose un peu plus moderne, mais très théâtral quand même, donc au final, je sais même pas si le travail d'adaptation était vraiment nécessaire, vu à quel point c'est joué de façon théâtrale. C'est limite dans le cliché du gay très efféminé, du truc dans ce genre-là, quoi. Pour résumer vite fait l'histoire, parce que je l'ai même pas fait jusque-là, mais c'est l'histoire d'un réalisateur qui s'appelle Peter Van Kant, qui se sent généralement assez seul, qui vient d'ailleurs, je crois, de se séparer de son mec, et au début du film, il rencontre le jeune Amir, qui est un jeune garçon qu'une amie à lui, une actrice à qui il a permis d'être célèbre, a rencontré et ramène chez lui, et il va avoir un coup de foudre au premier regard pour cet Amir, et ils vont commencer à avoir une relation, mais la relation, elle est pas forcément ultra saine, et donc forcément, c'est un peu compliqué au bout d'un moment d'aller quelque part.
Et oui, c'est extrêmement cliché, quoi. Et d'ailleurs, quand tu vois ce genre de film et que tu vois que le réalisateur partage des choses avec le personnage principal, notamment là, il a fait en sorte qu'il le partage, parce qu'à la base, ça se passe dans le milieu de la mode, il en a fait un réalisateur, et donc tu te dis, ouais, t'es en train de nous témoigner de ta vie à toi, quoi, et ta vie compliquée, sentimentale, etc. Et le truc, c'est que je suis complètement prêt à recevoir ce genre de discours, parce que je suis très bien placé pour savoir quels sont les genres de soucis qui viennent avec un début de célébrité et les relations qui t'entourent, même pas forcément amoureuses d'ailleurs. Mais la façon dont il l'a faite, là, c'était vraiment, vraiment très très chiant, je trouve. Pas que ce soit formellement chiant, mais c'est tellement déjà vu qu'au final, je suis pas captivé. Ça dit mal, je suis pas captivé. Et je suis pas forcément rentré à fond dans le film. Enfin, classique, quoi. Le genre de choses qu'on a dans la plupart des histoires de ce genre-là. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, c'est une pièce qui date des années 70, et probablement, vu l'impact qu'elle a eu dans le théâtre, que c'est devenu la base de la plupart des romances du mythe de Pygmalion et des romances un peu homosexuelles aussi, parce que j'ai aussi vu souvent ce genre de clichés dans des romances homosexuelles. Bien sûr, l'histoire est tragique, elle tourne autour de la chanson allemande qui passe au début avec on finit toujours par tuer l'objet de notre amour, un truc dans ce genre-là, ce qui vaut autant pour Amir que pour d'autres aspects de sa vie. Mais franchement, c'est pas marquant, il y a pas grand chose à en tirer non plus, si ce n'est une réplique. Il y a une scène qui est peut-être un tacle à la vie d'Adèle, parce qu'ils sont en train de bouffer des huîtres en faisant des bruits de bouche monstrueux, etc. Et il y a eu toute une polémique par rapport au moment où les actrices et Abdelatif Kechiche avaient bouffé des huîtres au milieu du tournage, on avait proposé à personne de l'équipe, parce que c'était juste leur truc entre eux de riches et de tête d'affiche et trucs dans ce genre-là. Et du coup, il y a une scène comme ça, ils bouffent des huîtres, mais il y a surtout une réplique qui est extraordinaire, c'est qu'il a un souffre-douleur qui s'appelle Karl, qui est son assistant, mais qui est en gros son Igor, ou enfin vraiment son esclave, quoi. Et il y a un moment où Amir arrive pas à décortiquer une crevette, parce que il est un peu jeune, il a jamais mangé ce genre de truc, etc. Soit. Et t'as Peter qui lui sort la réplique la plus drôle de tout le truc, la salle entière a explosé de rire, c'est, il le regarde et lui fait Karl, décortique sa crevette. Qui passe immédiatement pour un double sens sexuel. Donc voilà, ça c'est la grosse réplique que j'ai retenue du truc. Mais sinon, je trouve ça assez répétitif et éculé. Répétitif d'ailleurs au point où il a lui-même récupéré la musique de 8 femmes pour la foutre dans une des scènes de ce film. Je crois que quand Amir débarque, c'est la musique de 8 femmes quand le film démarre. Et je me suis dit, sérieux, t'es aussi feignant que ça, t'as rien de mieux à trouver que la musique de ton propre film pour faire une autre scène. Enfin, c'est une autocitation, ça peut aussi être intéressant, mais je trouvais même pas que c'était particulièrement marquant ou intéressant dans ce truc-là, peut-être parce qu'il y a un côté très théâtral au truc, ça ressemble à 8 femmes dans ce truc-là, mais il aime bien le style théâtral en général, c'est plutôt quand il fait des films grand public, genre Grâce à Dieu, qui prend un style plus réaliste, mais quand il fait ses trucs à lui, il aime bien avoir des trucs plus théâtraux. Le point qui permet au film de laisser une sorte d'impact, de laisser une marque, c'est qu'il a une lumière qui est très très particulière. Il va notamment à certains moments faire des plans qui se déroulent de nuit, avec une nuit entièrement simulée, et pour simuler la lumière de la Lune, il a mis un énorme projecteur de, je sais pas, 10 000 ou 12 000 watts dans la cour de là où il tournait, où il y a le décor qu'il a créé dans un ancien truc réaménagé, je crois, parce que ça ressemble à un vieux bâtiment qui aurait été changé avec des travaux, etc. Et il utilise donc une lumière extrêmement bleue pour faire la Lune, ce qui fait presque faux, quoi, ce qui fait presque fake. Mais ce qui fait aussi quelque chose d'assez étrange, c'est une lumière de nuit, véritablement une lumière de nuit, ça éclaire véritablement, ça amène de la lumière, mais c'est très bleu et très sombre finalement, et c'est assez étrange finalement comme façon de gérer la lumière. Évidemment, comme il est obsédé par ce mec, il l'a filmé avec sa caméra, et donc, quand il y a des moments où il se sent seul, où il a l'impression que le mec s'en va, il repasse le film du mec, et il y a des jeux qui sont très jolis sur la lumière du projecteur qui est derrière lui, et qui marque sur son visage Amir qui est en train de bouger, donc comme il y a que lui en tête, forcément, la lumière qui est sur sa tête, ça fait ce qu'il a dans sa tête, puis il met la main vers le projecteur, et tu vois l'ombre qui est sur la projection de l'image, qui est en train de bouger sur la toile, qui reçoit la lumière, etc. Et globalement, il a une façon de jouer avec les couleurs dans ce film qui est magnifique et qui se retrouve beaucoup dans la lumière notamment. Il y a beaucoup de plans où il va être devant cette fenêtre, ça va laisser rentrer une sorte de lumière un peu bleue, et il va jouer à mettre une lumière jaune, plus jaune qui viendrait de l'intérieur, probablement une lumière artificielle. Je sais même pas comment il place, son chef-op en tout cas, a placé les lumières à un endroit qui fait que la lumière se mélange de façon incroyablement harmonieuse et poétique sur le corps des personnages, notamment sur le Amir qui a évidemment un physique et une plastique qui est faite pour capter la lumière et capter l'attention, alors que son visage est plutôt jaune. Il va avoir d'un seul coup un léger truc de bleu qui va débarquer sur la clavicule et qui va juste dessiner un petit peu le corps comme il faut. C'est magnifique. Il y a beaucoup de mélanges aussi de bleu et de rouge qui vont intervenir à plusieurs reprises.
et qui là aussi sont mélangés de façon extrêmement subtile et extrêmement intéressante. Pareil, je sais même pas comment est-ce qu'il a réussi à trouver ce flair, c'est probablement un truc complètement hasardeux qui est arrivé sur le tournage, mais il y a un moment où il est en train de faire un plan sur Denis Ménochet qui est en train de fumer sa clope, donc évidemment on a une atmosphère qui est plutôt enfumée, qui capte bien la lumière, c'est assez joli. Et il a réussi à capter 2 lens flares, donc les lens flares c'est les lumières parasites qui viennent des projecteurs qui sont dans la salle et qui reviennent ensuite dans l'objectif. Et il y a un rond ici qui est parfaitement bleu, et un rond ici qui est parfaitement rouge, et il y a une petite barre noire qui passe au milieu du rond rouge, c'est pas un truc net, c'est un truc assez flou. Donc du coup tu te dis, il doit y avoir un obstacle visuel qui est juste au milieu du flair, et du coup ça a coupé le flair au milieu, mais c'est juste avoir obtenu ces 2 flares comme ça, en plus avec 2 couleurs qui sont importantes dans son film, le rouge et le bleu, c'était magnifique. Les couleurs rouge et bleu sont interverties entre le personnage de Peter Van Kant et le personnage d'Amir pendant tout le film, et je pense qu'il doit y avoir un sens. Je pense que par exemple le bleu doit être peut-être on va dire charnel, qui essaye de draguer, qui essaye d'attirer, et le bleu a plus une forme dominante, et du coup en fonction du moment de la scène, chacun va être habillé en bleu ou en rouge selon lequel a l'ascendant, on va dire, sur l'autre dans la scène presque. Je vous avoue, il faudrait peut-être que je le revoie pour être absolument sûr, mais je crois qu'il y a un petit truc comme ça, un petit jeu au niveau des couleurs par rapport aux tenues, qui est plutôt intéressant pour le coup. Et il y a une utilisation de la caméra en général qui ne fait pas trop théâtre non plus. Il y a un truc qui pourrait faire théâtral, qui serait du coup sa pratique du plan séquence dans ce film-là, parce qu'il y a pas mal de scènes qui durent. Alors c'est pas un plan séquence parce que ça dure pas la séquence entière, mais il y a souvent des plans qui durent très longtemps dans la durée. Et il essaye quand même de leur donner quelque chose de plus cinématographique que de théâtral. Par exemple, il va commencer en filmant Peter Van Kant dans son lit, et puis on va filmer son assistant qui débarque dans la pièce, et on va suivre l'assistant qui débarque par l'encadreur de la porte quand il s'en va, avant de revenir avec le panoramique sur Peter Van Kant. Et en fait, quand tu te rends compte quand le panoramique revient, que depuis le début, on avait commencé à avancer la caméra petit à petit, et que la caméra se rapproche, etc. Donc ça fait un travail assez intéressant d'un plan séquence, en essayant d'éviter que ce soit théâtral. Il y a un autre plan séquence un peu plus loin dans le film, baigné dans une grosse lumière bleue, où il est en train de danser sur une chanson qu'il aime beaucoup. Et là aussi, la caméra tente d'avoir un regard plus cinématographique que théâtral, en essayant de se rapprocher du personnage, de le suivre avec des panoramiques, etc., etc. Donc voilà, il essaye pas de faire théâtral, il essaye de faire plutôt cinématographique. Et en même temps, il y a fondamentalement un truc très théâtral dans le jeu et dans, par exemple, la présentation du décor et tout dans ce genre-là, quoi. Mais le fait qu'on ait un cadre de toute façon qui va sélectionner un point de vue et qui va le resserrer à la volonté va nous éloigner forcément du théâtre. On va pas comme 8 femmes, où dans 8 femmes il y a énormément de plans très larges qui essaient de prendre tout le décor, etc. pour faire vraiment le décor de théâtre, quoi, avec ces 3 murs et puis le 4e mur qui n'existe pas. Mais là, tu sens vraiment qu'il essaie de se rapprocher de ses personnages, de faire quelque chose d'un peu plus humain. Et il y a beaucoup de plans qui vont commencer sur des panoramiques un peu larges et qui vont se rapprocher sur un personnage qui généralement est sur le côté, et donc tu vas avoir un très lent soit zoom, soit rapprochement de la caméra. Il y a un zoom il y a un moment où il y a le personnage qui évidemment s'énerve à un moment, parce que il y a toujours une engueulade à un moment ou à un autre, et juste au moment où il s'énerve, il fait un cut, et il fait le cut pile poil sur un zoom super fat sur le visage de Denis Ménochet, qui se met à gueuler genre « ta gueule !» ou un truc dans ce genre-là. Et ça faisait presque un petit peu kitsch, mais c'était intéressant. Je crois qu'il recherche un peu le kitsch en plus dans ce genre de mise en scène. Mais c'est clair que la caméra est très attirée par les visages de ces personnages et va constamment essayer de s'en rapprocher le plus possible, tout en faisant aussi des plans très bien cadrés, et très bien composés et très jolis. Il y a notamment une série de fenêtres, je crois qu'il y a 6 fenêtres, ou 5 ou 4, je crois qu'il y a 6 fenêtres devant ou 5 peut-être, sur la devanture, enfin sur la façade de son appartement. Et le premier plan du film par exemple, c'est le cadre est resserré juste sur 3 fenêtres qui sont carrées en fait, mais c'est des fenêtres, c'est un carré en bas puis ensuite carré, et ça finit par faire des grands rectangles. Mais là il isole juste les 3 carrés du bas, et ça fait un plan qui est absolument parfaitement cadré. Parce que le contour de la fenêtre est parfaitement celui du cadre, et t'as les bonnes séparations au tiers, au milieu, etc. Le plan est naturellement par la fenêtre découpé en tiers. Le plan est magnifique, et il y a beaucoup de très très belles images comme ça dans le film. Il y a un plan qui est magnifique de sensualité, où t'as le jeune Amir qui est en train de danser entièrement nu dans le salon, et au lieu de filmer directement, il décide de le filmer en train de danser devant le miroir. Et en fait, il y a juste assez de distance entre la caméra, Amir et le miroir pour qu'on voit Amir du torse en train de danser du coup tranquillement, et dans le miroir, on voit son cul. Très légèrement avec le bon angle, etc. Et tu dis, ah, ça pour le coup c'est érotique. C'est juste assez suggéré pour donner envie de regarder, et en même temps pas aller vers la pornographie en ne mettant jamais le sexe directement face à la caméra. Bien qu'il aurait pu, hein, c'est pas forcément de la pornographie de mettre un sexe directement à la caméra, mais là tu vois que on essaye de rester plus en charme
et en sensualité, et en choses dans ce genre-là, et donc un très très joli plan. Donc voilà, je dirais pas que c'était une grosse merde, mais c'est tout ce que t'as réussi à trouver, parce qu'apparemment le film qui est en train de tourner quand il y a eu le Covid, c'était le film avec Sophie Marceau sur la meuf qui veut offrir une fin de vie digne à son père. Et je l'avais même pas vu celui-là, parce que je vous que rien que la bande-annonce, je trouvais que le jeu était pas terrible, et Sophie Marceau elle me sortait par les trous de nez juste avec quelques répliques, ce qui est pas habituel, hein, je sais pas, j'ai rien contre Sophie Marceau, mais là sur ce film-là je pouvais pas la voir. Et du coup je sais, enfin ça paraît évident que c'est ce film-là qu'il a fait après le Covid. En plus c'est un truc petit tournage, toute petite équipe, un seul décor, etc. Enfin ça sent clairement le tournage un peu particulier, mais j'ai envie de dire, pendant tout ce confinement, tout ce que t'as trouvé à faire, c'est réouvrir une pièce de Fassbender et te dire tiens, j'aimerais bien l'adapter maintenant. Je sais bien que la plupart de ces films sont des adaptations de livres ou de pièces de théâtre, mais là quand même, tu pouvais vraiment rien trouver de plus original et de plus sympa que la pièce qu'on rejoue depuis des années et des années, qui a été éculée, qu'on a vu partout. Tu pouvais rien trouver de mieux. C'est pour ça que ça m'énerve un petit peu, quelque part. Donc, voilà ce que je pouvais avoir à dire sur Peter Van Kant. Je conseille pas vraiment, à moins que vous n'ayez jamais vu un film de ce genre, et à ce moment-là, ce sera votre premier, et il sera plutôt bien fait, puisque c'est du François Ozon. Mais faut passer le jeu théâtral aussi. Mais alors sinon, en dehors de ça, pas beaucoup d'intérêt. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce vlog. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!